Merci infiniment. Je pense qu'il va y avoir énormément de questions. Moi, je te poserai une première question, et c'est toi qui a ouvert un chapitre que je n'aurais pas imaginé. C'est le donneur et le respect du corps. Et j'ai trouvé que le masque que vous faites pour, entre guillemets, rendre le corps dans un état, pour ne pas choquer la famille, est-ce que, par exemple, lorsque quelqu'un accepte une greffe, est-ce qu'il peut y avoir une restriction sur la face? Est-ce que le don? Oui, le don. Les coordinateurs, coordinatrices de prélèvement, on prélève essentiellement dans les endroits où il y a beaucoup de prélèvements pour que ce soit des gens qui ont l'habitude de faire ces prélèvements. Ils demandent d'abord, bien sûr, la famille, la vie. Vous savez qu'en France, nous sommes donneurs supposés. Ça veut dire que si vous n'êtes pas opposé au don de votre vivant, vous êtes donneur. Et donc le don supposé implique que vous donnez tout. Alors ce qui se passe en pratique, c'est que les coordinateurs vont parler aux familles, et que les familles disent, on a plusieurs cas de figure, mais il y a les familles qui disent, est-ce qu'il en a parlé du temps de son vivant, ou est-ce qu'elle en a parlé du temps de son vivant? Il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure optimal, c'est oui, tout à fait, il était pour, vous pouvez prélever les organes, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui, il nous en parlait plusieurs fois. À ce moment-là, on va poser la question suivante, mais est-ce que les tissus, la peau, la cornée, est-ce qu'il en a parlé? Et bon, il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui, certaines familles ont plus de mal. Et puis on se retrouve aussi parfois dans le cas de figure où les familles disent mais non, il a clairement dit qu'il fallait tout prendre, que rien ne devait rester, que tout devait être utilisé. Et c'est surtout sur ces familles-là qu'on va s'orienter. C'est pas les gens à qui on dit on va prélever et puis s'y opposent, c'est plus dans quelque chose de progressif pour pas qu'il y ait que personne ne soit choqué. Alors on tient quand même à restaurer ces faces, même si, et on l'explique, même si les familles ne veulent pas le voir. On leur dit on va restaurer la face. C'est important en termes de symbolique, qu'on n'a pas détruit le corps, que le corps n'a pas été détruit. Alors est-ce que c'est la pensée chrétienne, voilà, je ne sais pas trop. Et dans les cas de donneurs qui n'ont pas de famille, on a un des donneurs qui n'avait pas de famille, on a donc recherché toutes les familles potentielles. Dans ce cas-là, on a le droit de trop prélever. C'est très clair, la loi est très claire. Même si le Comité national d'éthique s'était positionné en disant c'est choquant d'aller prélever. Mais en quoi c'est choquant? La loi dit qu'on peut tout prélever, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons tout restauré. Nous avons respecté strictement et nous avons respecté ce corps. C'était important pour nous, c'était important pour les coordinateurs prélèvements, c'était important pour tous les gens qui s'occupent de greffe d'organes autour, mais montrer qu'on ne fait pas un travail de sagouin. Quand tu mènes ton immunodépression, combien d'années tu es obligé, par exemple si je fais une comparaison avec le cœur, est-ce que le traitement serait moins important passer la 5e année? J'en sais rien parce qu'on a que le recul maximum est de 6 ans. Mais donc, expérimentalement, vous n'avez pas... Expérimentalement, il n'y a rien qui nous permet de le donner ou pas. Puis expérimental, on va sur l'animal. L'animal, c'est pas l'homme. Les traitements immunosuppresseurs sont différents. Le problème... Alors, on peut comparer par rapport aux mains, qui sont des tissus tout à fait équivalents. Et on voit que sur les mains, on ne peut pas diminuer l'immunosuppression, même si on arrive, sur certains cas, à avoir une immunosuppression très basse, qui est à peu près équivalente à celle des foies. Alors, tout le monde recherche l'immunotolérance, le Graal de la transplantation, mais on n'y arrive pas. Ce qui nous pose des problèmes comme problème pour les faces, c'est qu'est-ce qui se passe en termes de rejet à terme, qu'est-ce qui se passe si le patient a un cancer. Il y a un des cas dans toute la série mondiale où il y a un patient qui a un cancer, qui a un lymphome, et qui va probablement mourir parce qu'on n'a pas d'autre solution. On ne peut pas le détransplanter. C'est comme un cœur, on ne peut pas le détransplanter à moins de le retransplanter. Et là, c'est un problème, c'est un peu le fond du problème. C'est pour ça que je tiens, moi, à ce qu'on reste encore dans ce axe de la recherche, parce que nous n'avons pas encore toutes les données, pas suffisamment de recul. Même s'il faut continuer, on n'a pas encore ce recul suffisant pour l'ouvrir à tous les services. Est-ce que l'ensemble des travaux que tu as fait déjà, et notamment avec toutes tes équipes, t'a permis d'avoir une réflexion sur une pathologie dont Jean-Marie nous avait beaucoup parlé, et dont Bernard et les autres parlent beaucoup, qui est le NOMA, où on voit ces lésions tellement délabrantes et hautes. Est-ce que ça ouvre des perspectives? Il y a deux aspects sur la question. Il y a l'aspect chirurgie reconstructrice. En termes de perte de substance, il y a sûrement des nomas, moi j'ai vu des cas, des nomas qui relèvent où la perte de substance est médio-faciale avec toutes les lèvres qui sont parties. C'est une indication pour moi de greffe de face, au sens
si ce patient était dans un pays développé comme le nôtre. Le deuxième aspect de la question, c'est que ces patients sont des patients qui sont, l'origine du NOMA, on le sait, c'est essentiellement la malnutrition, et que c'est les patients qui sont dans des pays où ils n'ont pas d'accès aux soins, donc encore moins aux immunosuppressions, et donc ça ne correspond pas du tout à ces pathologies-là. Et ça a été d'ailleurs ma réflexion initiale lorsque j'ai vu arriver les deux patients qui étaient mordus par les bonobos. C'est certes, on aurait pu leur proposer une greffe, on aurait eu un très beau résultat très rapide, il aurait fallu trouver des donneurs noirs, enfin c'était très possible. Mais j'ai dit, il n'est pas question, ces patients vont retourner en Afrique, ils n'auront pas de suivi, ils n'auront pas de traitement, il faut trouver une solution. Alors, on a trouvé ces solutions de technique chirurgicale, c'était possible chez eux, mais dans certains cas, ça ne l'est pas. Et donc avant de se lancer, si on dit on va faire venir quelqu'un d'Afrique avec une perte de substance extrêmement importante, il faut savoir si réellement on a une solution chirurgicale à lui proposer, cette solution qui leur permette de repartir et de se réintégrer. Ou bien on fait un choix, c'est-à-dire on peut faire un choix, on va faire venir ces patients pour les greffer en France, mais ça veut dire qu'ils sont définitivement en France. Et tout ce que ça implique. Le déracinement, la prise en charge sociale, tout ce que ça implique. C'est un sujet, je n'ai pas de réponse, mais c'est un vrai sujet, on ne peut pas juste dire on va le prendre et puis voilà. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a une évolution du comité d'éthique, parce qu'on sent que quand même le premier examen, je crois que c'était en 2001 ou 2002, n'a pas été très fluide. Est-ce que tu as des discussions et en fonction de ce qui a été fait, c'est-à-dire que chaque fois que je vois, bien sûr qu'ils évoluent individuellement, ils disent c'est fantastique, c'est super, mais bien sûr c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais oui, mais bien sûr, mais je vous ai posé la question. Et puis quand on discutait avec Didier Sicard, l'ancien président, quand je lui posais des questions aussi sur par exemple les patients qui ont donné leur corps à la médecine. Donc a priori, on a le droit de tout prendre. Est-ce que ces patients, s'ils ont donné le corps à la médecine et s'ils sont dans une situation de don d'organes, est-ce qu'on peut prélever la face du coup, puisqu'ils ont dit qu'on ne pouvait pas, on pouvait tout prendre pour aller faire la dissection anatomique. Il me dit tiens, j'y avais pas pensé. J'ai dit mais j'avais envie de lui dire, quand on a discuté de ça, je me suis tue, mais j'ai dit, vous avez eu le dossier pendant 3 ans, c'était une réflexion simple, sur un sujet simple. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cette réflexion? Donc je pense que c'est surtout le monde qui évolue. Le comité d'éthique, il reste là où il est. Voilà. Tu as... Non mais ici, tu es dans un amphi, et peut-être qu'il peut y avoir Alain pourrait en parler, mais peut-être que si tu n'as pas lu son bouquin, il faut que tu l'offres. Les Forts Blancs, c'est-à-dire qu'ici ça a été un endroit de grande première. Le père Boulogne, la première greffe cardiaque française et autres. Comment tu as vécu, disons, les 8 jours avant et les 8 jours après? Parce que c'est un tsunami, j'imagine d'abord. C'est un tsunami pour ton équipe chirurgicale, et après il y a une espèce d'agitation. Oui, il y a une espèce d'agitation. Moi, je l'ai vécu rétrospectivement plutôt bien. Tout ça parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif n'était pas de faire une première, l'objectif n'était pas de passer dans les journaux. Et ça ne l'est toujours pas. Si le fait de passer dans la presse, les journaux me permet de faire passer un message sur le don d'organes, sur ce sujet-là, ou si ça me permet d'être interviewé sur d'autres sujets, de parler de la reconstruction dans l'après-cancer du sein, qui est un vrai drame en France, tant mieux. Mais ce n'était pas une finalité. Comment je l'ai assumé? J'y suis allé de manière débonnaire, en disant voilà. Et la première greffe que j'ai faite, j'étais dans un amphithéâtre comme ça, c'était à la paix, là, tout le monde était surpris. J'arrive, je monte les escaliers, il y avait les flashs, on avait l'impression de me retrouver à Cannes, là, partout. Et puis je vais, et je leur dis, voilà, j'ai fait une greffe de visage, mais vous n'aurez pas de photo. Comment ça, pas de photo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de machin. Je dis non, tant que le patient n'est pas... Moi j'ai les autorisations pour le faire, ça a été fait dans les règles, sinon j'aurais pas pu le faire. Donc je peux vous donner des informations qui me paraissent être possibles de vous donner. Et le jour où le patient sera réveillé, il sera conscient de son nouveau visage, si lui souhaite s'exposer, ça a été le cas, et s'il est conscient, il s'exposera. Mais jusqu'à présent, vous n'aurez aucune photo. Et j'ai toujours été comme ça. Ce qui fait qu'il y a des patients ici dont vous avez vu certaines photos qui n'ont jamais eu de photos dans la presse.
parce qu'ils ne l'ont jamais senti, et ils nous disent non, non, mais moi, c'est pour moi. Et en partant de cette attitude-là, eh ben, ça a permis d'être plus serein. Je n'ai pas été beaucoup aidé par l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui ont plutôt été assez médiocres dans la manière de transmettre l'information et de protéger le secret. Mais bon, sinon, je l'ai vécu. Je m'étonne parfois, quoi. Je m'étonne de temps en temps. J'étais une fois à une soirée de France 2, je sors de la soirée, et là, on me demande un autographe. Ouais, voilà, mais ça m'amuse. Voilà. Vous passez en premier lorsqu'il y a plusieurs greffes à faire. Pour quelle raison? Parce qu'on prélève sur le donneur à cœur battant pour pouvoir disséquer les différents éléments, pouvoir coaguler et voir les différents éléments qui risquent de saigner. Si on le fait après, d'abord on a un temps d'ischémie trop long, pas assez de vascularisation pendant trop longtemps, parce que la dissection est longue, ça dure 4-5 heures pour disséquer une face complètement. C'est pas un prélèvement de rein qui dure une demi-heure. Et donc on risque d'avoir des tissus qui vont être endommagés, et en plus de ne pas voir les différents éléments qui pourraient saigner, et lorsqu'on le remettrait en charge, ça va saigner de manière très importante, et on risque de perdre le patient. Donc ça a été établi. Mais c'est c'est l'inverse de la chirurgie. Quand vous avez un traumatisme important, eh ben, c'est la chirurgie cardiaque qui passe en premier, ensuite viscérale, ensuite l'orthopédie, et nous on passe en dernier. Parce que voilà. Et ben, dans le prélèvement, eh ben, c'est totalement inversé, puisque au moment où on va prélever le cœur, eh ben, plus rien ne bat et on ne peut plus prélever. Tu as soulevé un petit problème, celui de l'enfant, qui est le domaine dans lequel je suis très attaché, et notamment en montrant une malformation vasculaire. Et là, je crois que ça risque de poser des gros problèmes, parce que l'extension de ces malformations vasculaires risque de te poser des problèmes techniques qui ne sont pas faciles à résoudre. Je souhaite un bon courage. Les greffes, greffes sur une neurofibromatose, on perd 35 à 40 kg globulaires quand même. Hein. Il faut que ça suive derrière. Hein. Bon, je voulais féliciter Laurent Lantieri pour cette remarquable présentation et le remercier aussi d'avoir rappelé Morestin, qui est effectivement très oublié du Val-de-Grâce. Et puis insister aussi sur une chose, c'est que finalement en chirurgie de guerre, dans les séquelles, ce qui est le plus important, il y a les séquelles ostéo-articulaires, mais aussi les séquelles maxillofaciales. Et je suis allé plusieurs fois en Angleterre à la Surgical Military Society, et il y avait un Américain, je crois que vous êtes allé, vous l'avez vu là-bas, à Houston, ils ont refait tout un hôpital militaire, et la moitié de cet hôpital militaire est consacrée aux séquelles maxillofaciales qui sont très importantes dans la guerre moderne, entre guillemets. Voilà. Tu nous as montré les photos de brûlures, peut-être de l'armement moderne. Pour toi, il n'y a pas d'indication encore parce que tu étais assez vite là-dessus. Alors, il y a des indications certainement sur les carbonisations complètes avec une destruction de la totalité des tissus jusqu'en profondeur. Le militaire qu'on a vu, par exemple. Voilà, celui-là, c'est une indication qui me paraît claire parce qu'il y a une destruction, effectivement, de ces muscles orbiculaires qui ne sont pas réparables. Le problème, c'est ces patients qui sont gravement brûlés, qui ont été plus ou moins bien réparés et qui ont des greffes de peau dont les muscles en dessous fonctionnent. Mais il faut voir qu'au niveau de la face, le muscle est adhérent à la peau. C'est un muscle paussier, c'est vraiment très particulier. Donc forcément, il est partiellement détruit aussi. Et donc, quelle est la limite où il faut décider de tout enlever pour tout réparer, ou essayer de restaurer par d'autres moyens qui sont des greffes de peau éventuellement, ou des lambeaux, il y a des techniques de lambeaux expansés qui permettent aussi d'avoir les meilleurs résultats dans certains cas que les greffes, bien que les greffes donnent dans beaucoup de mains d'excellents résultats. Probablement au niveau du cou, les lambeaux ont une supériorité aujourd'hui, l'équipe de Bercy l'a montré récemment, ils ont une série importante aux greffes classiques à cause de la rétraction, mais au niveau de la face, parfois, ce sont simplement des reprises avec des greffes qui vont donner des bons résultats esthétiques et fonctionnels, malgré tous les séquelles. Parce que si le but, c'est de restaurer, de donner la normalité, même avec les greffes, on n'y arrive pas encore. Et Laurent, je voulais vraiment te remercier pour cet exposé absolument extraordinaire, qui nous ouvre peut-être beaucoup de perspectives et qui nous aussi, pour la chaîne, peut-être que dans quelques années, tes travaux ouvriront des perspectives pour tous ces enfants qu'on rencontre aussi bien dans des pathologies infectieuses ou traumatiques comme Jean-Pierre et Gonzague nous l'ont parlé dans le conflit syrien. Je propose de continuer
autour d'un verre, et peut-être il y aura beaucoup de questions encore, si tu as encore quelques minutes à nous consacrer. Je rappelle que ce topo sera visible, si tu nous en autorises, sur le site de la chaîne à partir de demain ou après-demain. Jeudi, pardon. Jeudi. Et je vous rappelle... Oui, je rappelle donc Chaque visage a une histoire, chez Flammarion, paru en 2012. Donc je rappelle le topo de Pierre Servant qui nous emmène. Vous savez qu'on alterne les topos médicaux et je dirais les topos où il y a une réflexion sociologique, économique ou géostratégique. Et là, on aura la chance d'avoir Pierre Servant. Je sais, David, que tu le connais. C'est vraiment un type absolument extraordinaire avec qui j'avais fait pas mal d'émissions, notamment C'est dans l'air sur l'Afghanistan, mais là il nous parlera spécifiquement de la politique africaine française, notamment des aspects militaires et sur le terrorisme. Merci infiniment, merci encore. La date, le 10 juin. Parce que ça a changé. Voilà. Ça n'est plus le 3, c'est le 10 juin. Merci infiniment, Laurent.